Nous sommes de retour dans le live sur Téléfinance. Merci beaucoup à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Et c'est l'heure d'ouvrir notre page économique et notre interview éco avec notre invité Gérard Rampeau. Bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour, vous êtes conférencier et auteur spécialiste des thématiques économiques et vous avez notamment écrit La comédie de la notation aux éditions EMS. C'est bien ça? C'est ça. Édition EMS, le livre que vous avez ici. Gérard, vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous parler de la Russie. La Russie, comme tout le monde l'a entendu hier, eh bien, était peut-être éventuellement en défaut de paiement. Elle devait effectivement rembourser la somme de 117 millions de dollars d'intérêts sur deux obligations. D'après les informations que j'ai eues ce matin, l'argent n'aurait pas été versé aux créanciers. Vous allez nous expliquer si oui ou non ces informations sont justes ou non. Mais avant de commencer, Gérard, qu'est-ce que c'est qu'un défaut de paiement? Alors un défaut, c'est lorsqu'un émetteur d'une dette est dans l'incapacité ou ne veut pas payer les intérêts de sa dette en temps et en heure ou rembourser le capital. Et plus particulièrement un défaut pour un État, c'est lorsqu'il a émis une dette en monnaie étrangère et qu'il n'est pas capable de la rembourser. Mais la Russie, d'après ce que l'on sait, la Russie a des réserves d'or et de change de l'ordre de 630 milliards. Il y a un fonds souverain russe qui a des actifs pour 200 milliards. On sait que sa balance commerciale est excédentaire. Du coup, la Russie a de l'argent. Comment est-ce qu'elle peut ne pas rembourser 117 millions de dollars ? Alors, il semble que les sanctions qui visent en particulier à bloquer les comptes à l'étranger, par exemple de capitaux détenus, de capitaux étrangers détenus dans des banques à l'international par la Russie, aient été affectées justement par ces blocages. Et donc aujourd'hui, rien n'empêcherait Citibank, qui est l'agent payeur, de payer les 117 millions de dollars aux différents détenteurs d'obligations russe, à condition que l'argent ait été viré. Et là, pour le moment, ça n'a pas été fait. Donc, on peut penser que le blocage des comptes à l'international est quelque chose qui est assez efficace. Et probablement. Il existerait peut-être une autre solution. La Russie est un État souverain. Elle a donc son pouvoir régalien de frapper monnaie. Elle ne pourrait pas faire marcher la planche à billets et envoyer du rouble à ses créanciers. Alors, votre question souligne qu'il y a quelques jours, Vladimir Poutine a autorisé par un décret spécial les émetteurs de dettes russes à rembourser en monnaie locale, en rouble, des obligations libellées en monnaie étrangère. Ça, c'est constitutif d'un défaut. Donc c'est la porte ouverte à d'autres difficultés qui ne frapperaient peut-être pas seulement l'État russe, mais des entreprises russes. Ok, on verra après effectivement le thème, la thématique microéconomique. Vous avez commencé un peu à nous répondre, mais comment expliquez-vous que la Russie soit en difficulté aujourd'hui du coup pour rembourser cette première tranche de dette? Je crois qu'on doit réellement revenir à la mécanique et à la tuyauterie des banques au niveau international. Le système SWIFT est coupé pour la plupart des opérateurs russes, à l'exception de quelques grands de banques qui s'occupent du commerce du gaz et du pétrole. Donc malgré tout, les agents économiques russes, quels qu'ils soient, sont en grande difficulté. On a vu les déclarations de la patronne de la Banque centrale russe qui indique qu'elle n'arrive pas à faire des opérations internationales. Donc je crois vraiment que les sanctions qui ont été prises sur le plan technique sont extrêmement efficaces, extrêmement douloureuses. Donc en fait, la Russie n'a pas accès à son cash, en fait, en réalité. Une grande partie de ses réserves en monnaie étrangère. Ok, très clair, merci Gérard. Est-ce qu'il existe un risque de contagion vers les grands groupes russes? On pense aux groupes pétroliers notamment, dans lesquels beaucoup de fonds d'investissement occidentaux, de petits porteurs également, ont des intérêts. Alors, des agences de notation comme Moody's et Fitch ont dégradé ces derniers jours
de l'ordre de 28 entreprises russes, dont les plus célèbres sont Gazprom et Lukoil. Lukoil, c'est un opérateur pétrolier, Gazprom, c'est le grand opérateur gazier russe bien connu. 28 entreprises liées de près ou de loin à la production de matières premières. Donc ces entreprises, elles sont menacées aujourd'hui, puisqu'elles sont très endettées, y compris au niveau international, d'être dans l'incapacité de rembourser en monnaie étrangère, en dollars, en euros, pour être plus précis, tout au parti des coupons qu'elles doivent verser aux détenteurs de leurs obligations ou dans la capacité de rembourser le capital. Donc on a là véritablement un phénomène de contagion massif qui pourrait s'abattre telle une tornade sur la très grande partie des entreprises russes d'une certaine taille qui sont quasiment toutes liées à l'exploitation des matières premières. D'accord, donc vous dites qu'il y a un effet domino possible, en fait, en réalité, de l'État russe vers les entreprises russes, et donc, si le domino continue, vers les investisseurs occidentaux. Et donc, on pense à tous ces grands fonds de pension américains qui peuvent peut-être détenir de la dette de Gazprom. On pense à toutes ces sociétés de gestion d'actifs qui peuvent peut-être détenir soit du rouble, soit de la dette. Il y a un risque, Gérard? Oui, alors déjà, on rappellera quand le premier tremblement de terre, c'est quand l'État russe est dégradé. C'était le cas par les grandes agences de notation ces derniers jours. Derrière un tremblement de terre, il y a des répliques. Les répliques, ce sont toutes les entreprises ou toutes les banques liés de près ou de loin à cet État et qui sont fragilisés parce que celui qui est leur principal garant est lui-même fragilisé. Donc vous avez raison, la dette russe elle est détenue au niveau international d'abord par des sociétés de gestion importantes. Alors aux États-Unis, bien entendu, BlackRock est le plus grand gestionnaire d'obligations qui s'appelle PIMCO, détiennent des obligations via des fonds spécialisés. Ça représente très peu de choses dans ce qu'ils gèrent, mais sur ces actifs-là, ils sont bien entendu très atteints. On rajoutera que des sociétés de gestion, alors on va parler des sociétés de gestion françaises, et quand on regarde les rapports de certains fonds gérés par la société de gestion H2O, on s'aperçoit qu'elle détient des positions importantes à la fois en obligations russes et sur la monnaie, le rouble. Donc tous ces paris sont des paris perdants aujourd'hui. Et en quelques semaines, les valeurs liquidatives de certains de ces fonds ont à nouveau fortement baissé. Et pour les particuliers, on sait, comme les gérants de portefeuille, qu'ils peuvent investir dans des trackers, des ETF, Exchange Traded Funds, qui sont, par exemple, investis sur les indices russes d'actions ou dans une partie d'indices internationaux obligataires construit avec aussi une partie d'obligations russes. D'accord, donc si je comprends bien, vous nous dites qu'effectivement, il y a des institutionnels occidentaux qui détiennent de la devise ou de la dette russe, mais que dans leur, je dirais, dans leur allocation de portefeuille, dans leur stratégie, dans leur management du risque, finalement, potentiellement, le risque, cette part dédiée à la Russie n'est pas si importante. Ça dépend. Si on regarde les fonds de H2O, une partie de ces fonds-là, oui, qui sont des fonds de gestion d'obligations internationales, c'est leur catégorie AMF, eh bien, les positions en obligations russes ou en roubles sont extrêmement importantes. Sont extrêmement importantes. Donc il y a quand même, il faut faire attention quand même, sans céder à la panique, mais il y a quand même, voilà. Oui, ça laissera des victimes. Ça laissera des victimes. À quelle échéance, vous nous dites, donc, la Russie n'a pas fait défaut sur son remboursement d'intérêts hier, du coup, elle doit quand même, ce remboursement n'est pas annulé. Du coup, quand est-ce qu'elle doit rembourser? Il n'est pas annulé, et dans les règles internationales, l'émetteur a 30 jours de délai, de sursis, si vous voulez, pour effectuer son versement. Donc c'est à la mi-avril que nous saurons si, sur le plan technique, sur le plan réel, la Russie a fait défaut sur... Et si elle fait défaut, de toute façon, la Russie est endettée, je crois, qu'à hauteur de 17% de son PIB, donc finalement, c'est pas grand-chose. Oui, mais attention, il faut quand même rappeler ce qu'a connu la Russie en 1998, après la crise asiatique, le début de la guerre en Tchétchénie. Elle a fait défaut sur une partie de sa dette. Alors, elle était beaucoup
plus endetté, on est bien d'accord, mais il n'empêche qu'il lui a fallu 12 années avant de revenir sur le marché international pour emprunter. Et donc, on parle de la Russie, mais il ne faut pas oublier les entreprises russes qui, elles aussi, se financent à l'international. Donc, techniquement, c'est quelque chose qui va être douloureux pour la Russie, pour les grandes entreprises. Et sur du long terme en plus, c'est ce que vous nous dites potentiellement. C'est ça, on ne se remet pas facilement comme ça d'un défaut. Est-ce que il nous reste un tout petit peu de temps du coup vous parlez d'histoire, vous nous parlez de 1998, moi je vais remonter encore plus en avant, je vais vous parler de 1917-1918 et de l'émission des emprunts russes, les obligations russes, vous savez, qui ont été envoyées, dont beaucoup de Français à l'époque ont été titulaires. Est-ce qu'on peut imaginer que la Russie émette de nouveau des obligations, mais alors certainement pas à destination du monde occidental, mais à destination de la Chine? Est-ce que les Chinois potentiellement pourraient venir à la rescousse des Russes de cette façon-là, dans cette optique d'ingénierie financière? Vous me demandez de faire des prévisions, ce qui est extrêmement difficile à réaliser. Vous vous rappelez que les emprunts russes, c'était la première mondialisation, 1870-1914. Et dans cette première mondialisation, l'internationalisation des capitaux, les placements internationaux étaient extrêmement importants. Donc les Français, les Anglais, les Belges ont acheté de la dette russe, parce que c'était souvent de la dette liée à des entreprises d'infrastructure. Et donc, ils se sentaient rassurés. Donc, lorsqu'une révolution arrive, on peut bien entendu faire un défaut, et donc la dette donc de la Russie impériale du tsar n'a pas été reconnue par les soviets lorsque le Parti communiste a pris le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui il peut y avoir une solidarité entre la Russie et la Chine? On voit bien qu'il y a beaucoup de liens qui les relient. Maintenant, aujourd'hui, la Chine, qui a beaucoup investi à l'international, il y a quelques années en obligations d'État américaines, est-ce qu'elle peut faire preuve de solidarité en achetant des obligations, en finançant la Russie? On ne peut pas l'exclure, mais le risque est grand quand on voit l'évolution du rouble, et lorsque on a une réputation qui est durablement atteinte après un défaut, on a du mal à trouver des bons samaritains qui viennent à son chevet. À retrouver de la crédibilité sur les marchés. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur et conférencier de ce livre, La comédie de la notation, paru aux éditions EMS. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de votre émission. À tout de suite sur Téléfinance.